Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci à la clinique Drouot Sport et Arthrose d'avoir organisé ce e-congrès 2021. À moi de parler des luxations des prothèses de hanche, causes et solutions. La luxation, c'est une complication importante, à la fois pour le patient, mais aussi pour le praticien. Sa fréquence est plutôt variable dans les études, avec dans les publications un taux allant de 0,16 à 15%. Et quand on se projette sur des grandes séries, plus de 2000 patients, on est proche des 3,5%. Cette fréquence est probablement sous-estimée du fait des perdus de vue, du fait des reculs insuffisants de ce type d'études et du fait de ne pas compter les subluxations. C'est à la fois la première cause de reprise précoce chirurgicale et on peut aussi estimer que celui qui aura eu une luxation aura 33% de risque d'en faire une autre. L'examen clinique il est plutôt classique. On a une douleur violente et une impotence fonctionnelle. L'inégalité de longueur et l'attitude vicieuse de la hanche est souvent retrouvée avec une rotation interne ou une flexion de hanche dans les luxations postérieures et une rotation externe dans les luxations antérieures. Ce déplacement et cet accourcissement peut parfois être très modéré. D'où l'intérêt d'un bilan d'imagerie avec une radio de face et de profil si possible. La radio de profil est assez difficile à avoir du fait du patient douloureux et de la difficulté de mobiliser le patient, mais elle est assez importante parce qu'elle permet de décrire cette luxation. On décrira la direction, antérieure, postérieure, postérieure étant la plus fréquente du fait de l'homme bipède et de la fréquence de position de hanche en flexion, adduction, rotation interne. Elle peut être parfois, voire rarement multidirectionnelle dans le cadre de pathologies neurologiques ou de instabilité fréquente. Le délai aussi est à préciser. En effet, selon les auteurs, on peut diagnostiquer ou décrire 3 types de périodes. La précoce, entre le post-opératoire et 3 à 6 mois. Les secondaires, entre 6 mois et 5 ans. Et les tardives, après 5 ans. Il est toujours bon de noter, bien évidemment, s'il s'agit du premier épisode ou s'il s'agit d'une récidive. Les conséquences, elles sont importantes au niveau des parties molles. En effet, elle cause un hématome qui peut dégénérer vers une compression du nerf sciatique, voire parfois par son caractère stagnant par une infection. La distension de la capsule périarticulaire et périprothétique est aussi notable. Pour ce qui est des pièces prothétiques, bien évidemment, une luxation de prothèse de hanche peut conduire à l'usure par le contact de la céramique avec un implant type pièce métallique ou par le ciment. On peut aussi noter l'usure du rebord des cupules en polyéthylène, l'interposition de fragments osseux et de ciment entre les pièces prothétiques. Bien évidemment, si la luxation se fait dans une période d'ancrage insuffisante de la prothèse, on peut avoir aussi une mobilisation des implants prothétiques. Pour ce qui est du mécanisme, on note 2 gros chapitres, l'effet CAM et la décoaptation articulaire. L'effet CAM se caractérise par souvent le contact entre le col et la cupule, entre le col et un ostéophyte, du ciment, des parties molles calcifiées autour de la prothèse. Il faudra toujours noter le risque d'effet CAM par un contact métaphyse-bassin. Et chez les patients obèses, malheureusement, une abduction des 2 cuisses en même temps peut donner un effet CAM. La décoaptation articulaire est plus simple à comprendre. Elle s'explique par une faiblesse musculaire ou une distension musculaire. L'excès d'amplitude dans les traumatismes à haute cinétique cause aussi ce risque de luxation de prothèse. Les causes. Donc, devant toute prothèse, on va chercher à voir le terrain, les facteurs de risque de cette luxation de prothèse de hanche. Le terrain, on notera bien évidemment l'âge. Une personne âgée, il est tout à fait logique d'avoir plus de luxation de prothèse de hanche chez les personnes âgées que chez la personne jeune, du point de vue musculaire et tension musculaire. Le sexe, c'est une tendance une tendance statistique non significative, mais elle s'explique peut-être par la longévité des femmes et de leur durée de vie un peu plus longue par rapport à l'homme. Quand on cherche à s'attarder sur les causes des luxations de prothèse de hanche, on va d'abord s'attarder au terrain. En effet, plus une personne est âgée, plus le risque de luxation de prothèse de hanche est retrouvé. Le sexe, même si ce n'est pas statistiquement significatif, on retrouve une prédominance de luxation chez les femmes, probablement liée à une augmentation de la durée de vie, à une mobilité différente et à un capital musculaire différent par rapport aux hommes.
Bien évidemment, des pathologies associées type neuromusculaire, déviation axiale de plus de 15 à 20 degrés au niveau du genou conduisent à plus de luxation de prothèse de hanche. L'obésité est aussi un facteur de risque et l'indication première à la pose de prothèse de hanche est aussi un facteur de risque par rapport au risque de luxation. En effet, il y a plus de luxation après une pose de prothèse sur fracture, sur ostéonécrose et dans le cas de chirurgie itérative de prothèse de hanche. La prothèse en elle-même est elle aussi un facteur de risque de luxation de prothèse de hanche avec un diamètre céphalique plus ou moins grand. On sait qu'on a une jumping distance plus ou moins grande et que plus la tête est grande, plus la distance nécessaire pour décoapter cette prothèse sera grande. Le diamètre du col, la longueur du col et la restauration de l'offset est aussi à prendre en considération. L'angle cervico-céphalique et bien évidemment le dessin de la cupule et sa philosophie sont aussi nécessaires à connaître pour estimer le risque de luxation de prothèse de hanche. En effet, qu'elle soit simple, à des bords, rétentive ou double mobilité, on aura forcément des risques de luxation de prothèse de hanche différents. Aujourd'hui, en 2021, on parle beaucoup des voies d'abord. Si on reprend l'étude de 2005 de Berry qui avait comparé les risques de luxation postérolatérale versus antérolatérale, on avait un rapport du simple au double avec une prédominance de luxation après voie postérolatérale. Ce rapport était proche de 4 sur l'étude de 2010 de Berendt, avec un taux de luxation de 0,6 à 1,3% chez les personnes chez qui on avait réalisé une voie antérieure. L'orientation des pièces, notamment les zones de sécurité, ont été décrites par de nombreux auteurs avec une disposition de la cupule d'environ 45 degrés, plus ou moins 10 degrés par rapport à l'horizontale, et une antéversion de 15, plus ou moins 10 degrés pour avoir une bonne zone de sécurité par rapport à l'implant cotyloïdien. Les tiges sont sensiblement plus faciles à mettre avec une antéversion estimée à environ 15 degrés. Une cupule trop verticale et ou trop antéversée favorise la luxation antérieure, tandis que la cupule trop horizontale et ou pas assez antéversée favorise la luxation postérieure. Bien évidemment, on cherchera à voir aussi s'il y a un problème de tension des parties molles ou de modification liée à l'insertion des muscles au niveau de la région trochantérienne. Quel traitement alors, me direz-vous? En premier, nous allons chercher une réduction, avec une réduction au bloc opératoire, sous anesthésie, patient relâché, avec une course inverse au déplacement, d'où l'intérêt encore de bien connaître ce type de luxation et sa description radiologique. Le traitement orthopédique, plus indiqué après un premier épisode, reposera sur de la rééducation, un réapprentissage et une remise en confiance du patient et de sa prothèse. Le port d'une orthèse peut être aussi décrit avec le plus souvent une attelle en extension, type Zimmer, le temps de cicatriser les parties molles. Le Bermuda dans le cadre de luxation récidivante et de contre-indication chirurgicale. D'autres attelles étaient beaucoup employées avant, à l'âge d'or de la voie postérieure, avec les oreillers et les coussins triangulaires aux jambes. La traction-suspension est décrite, elle est à réserver aux patients très instables, avec une vraie contre-indication chirurgicale. Elle est assez lourde, avec 6 semaines d'alitement, un inconfort pour le patient, un risque d'infection au niveau de la tige de traction tibiale, et bien évidemment n'est à réserver qu'aux patients lourds et contre-indiquant une reprise chirurgicale. Ouais. La traction-suspension est enfin décrite dans de nombreux articles. Elle est plutôt à réserver chez les patients lourds, chez qui on ne peut pas réaliser de chirurgie de reprise. Il s'agit d'une traction-suspension qui durera 6 semaines en moyenne, avec un inconfort pour le patient, toutes les complications liées au décubitus dorsal et un risque d'infection au niveau des broches de traction tibiale. Point. Pour ce qui est du traitement chirurgical, quand lorsqu'on a une cause évidente, une usure des implants, une malposition des implants, un déplacement trochantérien, ou lorsqu'il s'agit de luxation récidivante. Tout dépendra, selon les auteurs, on pourra reprendre une prothèse après la 2e luxation, voire la 3e. Comment? On cherchera à reprendre la prothèse de manière unipolaire ou bipolaire, avec une réorientation des implants, le cas échéant, une remise en tension des parties molles, si nécessaire, un geste trochantérien en cas de fracture ou de pseudarthrose. Nous réaliserons l'exérèse des effets CAM s'ils étaient identifiés en préopératoire et on pourra modifier la prothèse en elle-même en rajoutant une tête de plus gros diamètre ou s'il s'agissait d'une prothèse modulaire en modifiant les pièces modulaires. Le plus souvent, on réalisera un changement de prothèse ou un changement de philosophie prothétique avec une mise en place le plus souvent en France d'une
prothèse double mobilité avec, je le réexplique, un cotyle fixe, une tête fémorale fixe sur la tige et un implant intermédiaire mobile permettant de réaliser 2 mobilités et donc augmentant la distance nécessaire pour réaliser la luxation de l'implant. Mettre une double mobilité conduit du coup à une usure exacerbée des implants prothétiques, même si cette tendance a du mal à se vérifier avec le recul que nous avons aujourd'hui. Les cupules rétentives, cupules tripolaires rétentives ne sont pas trop utilisées en France. La résection tête-école est à réserver pour les cas les plus difficiles, chez qui vraiment il ne faut pas réaliser de chirurgie prothétique lourde et sera donc liée à une ablation de la prothèse et une résection de la tête et du col. Je termine avec juste 2 petites images pour illustrer ce topo du jour. Une vraie luxation postérieure précoce, avec une réduction facile au bloc opératoire. On le voit encore avec les agrafes sur le côté, c'est une chirurgie juste par manœuvre externe, une réduction juste par manœuvre externe. Malheureusement, dans le suivi de la patiente, plusieurs luxations se sont reproduites dans les 2 premières années. Il a été réalisé une reprise unipolaire avec changement du cotyle. Depuis, la patiente va mieux. La dernière image, pour vous montrer un cas de luxation dans un cas de cotyle rétentif. On voit bien que l'anneau qui devait normalement faire une rétention de la tête fémorale au sein du cotyle n'a pas suffi. Dans ce cas, il est assez difficile de réaliser une réduction par manœuvre externe. On est le plus souvent dans une réduction dite sanglante avec un réabord chirurgical et souvent la nécessité de modifier la cupule, le cotyle. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je remercie à nouveau la clinique Drouot Sport et Arthrose pour ce e-congrès 2021. Merci.